Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage, comme tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. Et ce soir, c'est la décision du Conseil constitutionnel que l'on va décortiquer. Les sages, présidés par Laurent Fabius, ont décidé de lourdement censurer la loi immigration votée le 19 décembre dernier. La plupart des mesures portées par la droite parlementaire ont été retoquées. Que reste-t-il du texte initial? Quelles seront les conséquences politiques de cette décision? Certaines mesures prônées par le parti LR peuvent-elles réapparaître dans d'autres textes? Réponse dans une minute. Et puis en seconde partie de ce Sens Public, c'est un nouveau rendez-vous que l'on vous propose jusqu'au 9 juin, date des élections européennes. Que fait l'Europe? On se posera cette question simple sur plusieurs thèmes. L'immigration de nouveau, mais aussi la transition écologique, la gestion de crise, la transparence et, pour commencer, l'énergie. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Nos factures d'électricité augmentent à partir du 1er février. Est-ce en partie à cause des règlements, des mesures européennes? Peut-on s'en affranchir de ces règles et à quel prix? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les détails de la décision du Conseil constitutionnel et les réactions au Sénat avec Jonathan Dupriez, Adrien Pin et Quentin Calmet. C'est une décision aux allures de sentence pour le texte immigration. Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer une très large partie de ce projet de loi. 40% des mesures de ce texte hautement inflammables sont donc retoquées. En premier lieu, les sages ont fait tomber 32 cavaliers législatifs, des mesures jugées trop éloignées du texte originel. Existe donc le durcissement de l'accès aux prestations sociales, du regroupement familial ou encore de l'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers. Mais cette large censure est surtout un revers de taille pour la droite sénatoriale à l'origine du durcissement de ce texte. Elle est contestable, elle est absolument contestable. Et finalement, le Conseil constitutionnel interdit aux législateurs de prendre des mesures qu'il intègre à une politique que nous voulions intégrer, une politique globale, efficace, de contrôle de la migration. C'est quelque part un déni du pouvoir du Parlement, du pouvoir du législateur. Aussi, le Conseil constitutionnel a fait tomber 3 mesures sur le fond. La tenue d'un débat annuel au Parlement pour fixer des quotas migratoires, le relevé de photos et d'empreintes sans le consentement des clandestins, ou encore le changement de procédure d'examen d'un titre de séjour. La censure de ces articles revigore en tout cas les parlementaires de gauche, vent debout contre ce texte et à l'initiative de 2 des 4 recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est une bonne nouvelle, je me réjouis de cette décision du Conseil constitutionnel. On ne s'assoit pas sur la Constitution et sur nos principes fondamentaux. Et je suis heureux que le Conseil constitutionnel ait rappelé par exemple que la préférence nationale n'est pas soluble dans la République et dans les valeurs de la République. Et en l'occurrence, je pense que c'est aussi une claque monumentale pour le président de la République, pour les macronistes qui ont fait le choix de courir après la droite et l'extrême droite. Le texte conserve toutefois un large volet de simplification des procédures pour l'expulsion des étrangers délinquants notamment, ce que souhaitait le gouvernement. Mais cette large censure place Emmanuel Macron face à un dilemme cornélien, promulguer en l'état un texte amputé ou le soumettre à une nouvelle délibération du Parlement. On analyse les conséquences politiques de ce camouflet infligé par le Conseil constitutionnel avec Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Bonsoir vous êtes Thomas. Constitutionnaliste. Jean Garrigue, bonsoir. Historien, président du comité d'histoire parlementaire et auteur de ce livre Jours heureux quand les Français rêvent ensemble chez Payot. Michel Auboin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien directeur de l'intégration des étrangers et des naturalisations au ministère de l'Intérieur. Et vous publiez Le défi d'être français aux presses de la Cité. Tam Tranui, bonsoir Tam, bonsoir. Bienvenue. Éditorialiste politique ce soir pour Sens Public. Question générale pour commencer, Anne-Charlène Bézina. Lourde censure, large censure, camouflet, quel terme employez-vous pour qualifier cette décision du Conseil constitutionnel ? Alors, il y a la tentation de parler de lourde censure, puisque en effet, on a quand même
49% du texte qui est amputé, il faut le dire, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Mais je crois qu'on aurait tort de parler de camoufler pour la majorité ou de considérer que le Conseil constitutionnel a rappelé que nos principes fondamentaux et nos droits de l'homme s'opposaient à cette loi. Parce que, en réalité, il faut le rappeler... C'est un camouflet pour le travail parlementaire. C'est un camouflet pour le travail parlementaire. En gros, la leçon qu'on va retenir, c'est que le Conseil constitutionnel censure l'essentiel de la loi par rapport à des motifs de procédure, ce qui nous prouve tout simplement ce que nous avons dit depuis le départ, que la majorité relative, c'est un art difficile, que apparemment cette majorité ne maîtrise pas complètement, puisque les accords auraient dû être faits en amont, dans une législation qui tienne la route, qui soit cohérente. Et ce que le Conseil constitutionnel nous dit ce soir, c'est rajouter, durcir après coup, ça fait perdre de la cohérence à l'ensemble. Et finalement, c'est sur ce motif-là que tout tombe. Donc, on n'a pas vraiment une décision immigration aujourd'hui. On ne sait pas si on peut conditionner les allocations. On ne sait pas si on peut changer le droit du regroupement familial. On ne sait pas tout ça parce que le Conseil n'y a pas donné de réponse. Tout simplement parce que... Il dit ça n'avait pas sa place dans ce texte-là. Ça n'avait pas sa place dans ce texte-là. Je rajoute même que le gouvernement pourrait reprendre demain la même loi, tout simplement en la discutant un petit peu mieux dès le départ. Donc, on n'a pas de réponse sur le fond. On a un camouflet par rapport à une procédure qui a été très mal tenue. Mais n'oublions pas que ce n'est pas une réponse ce soir. Évidemment, il y aura beaucoup de réactions politiques pendant ce premier débat, des réactions en direct. On sera dans un instant avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste ici au Sénat. On sera également avec Jean-Philippe Daubresse pour le parti LR, lui aussi sénateur évidemment LR. Et puis on vous diffusera de larges réactions qui ont été glanées dans les couloirs du Sénat dans la journée. Tiens, une première réaction sur X, le réseau social, signé Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et candidat aux élections européennes, tête de liste RN. Par un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français. La loi immigration est mort-née. La seule solution, c'est le référendum sur l'immigration. On y reviendra sur la question du référendum, mais cette expression, loi immigration mort-née. Jean Garrigue, est-ce que vous la reprenez à votre compte? Est-ce que cette loi, finalement, on peut se dire qu'elle ne sera jamais appliquée, qu'elle est mort-née? Pas du tout. Non. Ça va peut-être vous surprendre. D'abord, je regrette un peu que le président d'un des grands partis candidats, notamment aux élections européennes à la présidence de la République, emploie de tels termes par rapport à une institution qui est quand même malgré tout un des piliers de la Ve République, qui est le Conseil constitutionnel, qui mérite certes d'être critiqué, peut-être refondé, beaucoup de juristes le pensent, et je suis finalement plutôt de leur côté, mais en tout cas c'est un pilier de la Ve République. Quant à dire que c'est une loi mort-née, je dirais que non, parce que en fait, si vous extrayez tout ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, vous revenez finalement au texte du gouvernement. Alors dire que ce texte du gouvernement est un texte finalement qui était incomplet et qui, à mon sens, était mal présenté, je rejoins Anne-Charlène là-dessus, je pense qu'on s'y est très mal pris pour faire aboutir cette loi qui était une loi fourre-tout et dont le caractère incohérent a été renforcé par le positionnement des Républicains. Mais en revanche, ce qui relève notamment de des métiers en tension, de la régularisation des étrangers dans les métiers en tension, qui était important dans le projet du gouvernement. À l'origine, c'était ce fameux article 3, est maintenu. Donc finalement, si vous voulez, il y a une forme de réussite politique à très court terme du gouvernement qui réussit à faire passer son texte tel qu'il était avant la négociation qui nous a beaucoup, je dirais, perturbés avec les Républicains. Michel Auboin, vous avez une expérience ministérielle, vous avez accompagné beaucoup de ministres de l'Intérieur de différentes couleurs politiques. Cette loi, dans la version, on va dire... j'allais dire ratiboisé, c'est un peu trivial, mais quand même, c'est l'impression qu'on a, 40% du texte retoqué. Est-ce qu'elle peut être efficace, d'après vous ? On a un gros problème. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Oui, elle est sans doute efficace, mais est-ce qu'elle était efficace au départ ? C'est-à-dire même dans sa première version. Oui, dans sa première version, c'est comme une loi qui disait, j'ose pas dire tout et son contraire, mais c'est vrai, avec des dispositions qui étaient assez contradictoires les unes avec les autres. Le vrai problème aujourd'hui de ce qui reste de la loi, c'est comment les politiques vont l'expliquer aux Français, parce que c'est ça qui est incompréhensible pour les Français. Je pense qu'il y avait une majorité d'opinion qui était connue sur le sujet et qui
qui ressort pas du tout des débats et de la censure du Conseil constitutionnel. Alors je pense qu'on globalement, non seulement le gouvernement, hein, mais la totalité des hommes politiques vont avoir du mal à faire comprendre quelle est cette décision, qui renvoie quand même aussi aux errements du débat parlementaire, d'une certaine façon, puisqu'on a introduit des éléments, alors, tous n'étaient pas destinés à être censurés, mais enfin on a quand même introduit des éléments dont on savait pertinemment qu'ils allaient être censurés. Alors, on a deux parlementaires avec nous. Je vais commencer avec Marc-Philippe Daubresse. Je vous ai appelé Jean-Philippe tout à l'heure dans la précipitation et je m'en excuse évidemment. Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR du Nord et vice-président de la Commission des lois. Est-ce que vous prenez cette décision du Conseil constitutionnel, bonsoir, comme un camouflet pour le travail parlementaire et notamment le vôtre, celui des sénateurs LR et des députés LR? Clairement, pour moi, ce n'est pas un camouflet sur le fond. C'est un camouflet. Alors, on a perdu le son avec Marc-Philippe Daubresse qu'on devrait retrouver dans un court instant. Je pense qu'en parlant, il a dû désactiver le micro de son ordinateur. Est-ce que ça marche de nouveau? On essaye très vite, sinon... Bon... On ne vous entend pas. Donc on va régler ça et on va rejoindre Patrick Kanner qui est lui aussi en attente, je le vois dans notre écran de contrôle. Patrick Kanner, donc président du groupe socialiste à l'Assemblée au Sénat et sénateur du Nord. Tiens, une question toute simple. Est-ce que j'ai lu que le Parti socialiste demandait le retrait de la loi? Est-ce que vous le faites vous aussi? Vous savez, le président a les moyens de ne pas promulguer ce texte, qui effectivement a été ratiboisé. Je reprends l'expression qui a été utilisée sur votre plateau. C'est un mauvais texte. Mauvais texte sur le fond, même s'il y a des dispositions qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Mais sur la forme, le Conseil, finalement, il a fait quoi? Il a censuré un mauvais travail parlementaire. Mauvais travail parlementaire qui a été initié par la droite, que représente sur ce plateau Marc-Philippe Daubresse, que je salue, mais un mauvais travail parlementaire qui a été cautionné par le gouvernement, qui finalement pourra avoir un accord politicien, à accepter vraiment de mettre un genou à terre et d'accepter les conditions de LR. Vous savez, moi j'ai assisté à la commission mixte paritaire, j'ai vu ce jeu de dupes pendant des heures et des heures, assez honteux d'ailleurs, assez, permettez-moi l'expression, moche pour ce qu'on imagine être le bon travail d'une institution aussi importante au sein de la République. Donc le Conseil a fait son travail, il a fait son œuvre. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise. Ce qui s'est passé était tellement attendu. Simplement, aujourd'hui, on crée une situation qui devient dangereuse. Quand je lis, quand j'écoute M. Bardella parler de juges qui... Coup de force des juges, c'est le terme qu'il emploie. Voilà. Donc on est quasiment devant des factieux qui remettent en cause le bon fonctionnement de nos institutions. Et ça, c'est quand même très, très grave. Marc-Philippe Daubresse, j'espère que le son fonctionne cette fois-ci. Je reprends l'expression « marché de dupes » en décembre. Est-ce que, finalement, vous avez le sentiment que votre parti a joué ce jeu, a participé à un marché de dupes? C'est à moi que vous vous adressez, là? C'est à vous que je pose cette question, Marc-Philippe Daubresse. Oui, on a pour moi un camouflet sur la démocratie parlementaire. Je suis un vieux parlementaire, j'ai participé à plus d'une vingtaine de révisions de la Constitution. La dernière importante en 2008, on dit bien qu'un cavalier législatif doit avoir... Il y a un droit d'amendement tout parlementaire et qu'il faut qu'il y ait un lien direct ou indirect avec le texte. Excusez-moi de vous dire que sur les 32 articles qui sont considérés comme des cavaliers législatifs, à chaque fois, il y a au moins un lien indirect avec le texte. Donc il y a une décision qui est plus politique que juridique de mon point de vue. Je ne conteste pas sur les 3 articles sur le fond qu'a censuré le Conseil constitutionnel, il est dans son rôle. Mais sur les 32 cavaliers législatifs, je le conteste formellement et je dis que la réponse, c'est que pour qu'on n'ait pas le sentiment d'une impuissance publique totale dans la population qui soutenait largement les mesures que nous présentions, il faut qu'il y ait une nouvelle loi qui soit présentée et à terme, il faudra, ce que nous disions depuis le départ, une révision de la Constitution. Donc c'est un camouflet pour la démocratie parlementaire. Merci beaucoup. Restez avec nous. J'aurai certainement l'occasion de vous faire réagir dans un court instant dans ce débat. Mais c'est très intéressant, Tam Tranui, parce qu'on voit que finalement, le Conseil constitutionnel, il était
forcé de rendre sa décision sous pression des partis politiques. On vient de l'entendre ici. Oui, et on a vu aujourd'hui désormais, c'est sur le Conseil constitutionnel que se concentrent les critiques, notamment les critiques de la droite. On va voir ce qu'a dit Bruno Retailleau, ses déclarations sur X, puisque manifestement ce n'est plus le Parlement qui fait la loi dans ce pays. Je propose que Gabriel Attal fasse sa déclaration de politique générale devant le Conseil constitutionnel, une déclaration de politique générale qui est prévue donc la semaine prochaine. Et il dénonce également la République des juges. On a entendu ici les propos de Jordan Bardella. On le sentait venir, ces critiques de Bruno Retailleau, déjà depuis ce matin. Écoutez, par exemple, ce qu'il disait sur France Inter. Ce que j'attends du Conseil constitutionnel, c'est qu'il s'en tienne au droit, à la Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution. C'est la seule façon pour le Conseil constitutionnel, pour les sages du Conseil constitutionnel, d'éviter la critique. Jusqu'ici, tout va bien. Le Conseil constitutionnel ne doit pas sortir de son indépendance, de sa neutralité, ne doit pas se faire l'écho du débat ambiant. Mais dans la même interview, il disait ça quelques minutes plus tard. Écoutez. S'il venait à défaire très largement notre texte, il enlèverait toute possibilité au Parlement, en réalité, de reprendre le contrôle des flux migratoires. Et donc, on l'a entendu, le patron des sénateurs Les Républicains qui a aussi rajouté que le Conseil constitutionnel, s'il censurait le texte immigration, il faudrait revoir la Constitution, ce qu'a dit également Marc-Philippe Daubresse tout à l'heure. Preuve que ce qu'il attendait du Conseil constitutionnel, ce n'était pas seulement de s'en tenir au droit, comme il le disait dans un premier temps, ce n'était pas seulement de l'impartialité, mais c'était avant tout qu'il donne raison à son camp. On connaît un peu la citation de Labiche, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, version Bruno Retailleau, quelqu'un de partial, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme moi. C'est comme ça aussi qu'on pouvait entendre ce qu'il disait ce matin. Oui, alors on reviendra, parce qu'il y a d'autres politiques qui ne se privent pas de critiquer ou de taper sur le Conseil constitutionnel. On a eu une année où le Conseil constitutionnel a entendu des vertes et des pas mûres sur son indépendance avec la réforme des retraites aussi. On y reviendra en détail dans un instant, mais Anne-Charlène Bézina, on pose cette question de l'impartialité des juges du Conseil constitutionnel, qu'on surnomme les sages. D'ailleurs, c'est plutôt nous, les journalistes, qui employons cette expression. Bon, il faut rappeler, ils sont nommés par des personnalités politiques, par le président de la République, par les présidents des deux assemblées. Donc ils font forcément aussi de la politique. Alors, c'était à peu près certain qu'on aurait ce débat ce soir, quelle que soit l'issue de la décision, parce que, précisément, je pense que les conditions de nomination de nos juges constitutionnels, les conditions aussi de son contrôle a priori, c'est-à-dire celui juste après le vote des textes dont nous parlons aujourd'hui, sont des conditions très inédites dans toute l'Europe proche et des conditions sûrement hautement critiquables, en tout cas d'un point de vue démocratique. Je pense que c'est très difficile de faire passer aujourd'hui dans l'opinion l'idée que 9 de nos juges n'ont pas à avoir de compétences juridiques pour être recrutés. C'est vrai que ça pose des problèmes. Néanmoins, je dois ajouter que dans beaucoup d'autres démocraties proches, la nomination par le pouvoir politique n'est pas une preuve de manque d'impartialité. Bien au contraire, Robert Badinter disait on a à l'égard de nos autorités de nomination un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans cette institution, vous faites primer le droit sur la politique. Et je crois, c'est Dominique Schnapper qui était ancien membre et sociologue, qui parlait justement d'une institution qui travaillait ses membres de l'intérieur, c'est-à-dire que à partir du moment où vous habituez un peu à travailler ce vocabulaire juridique, à être dans l'exercice du texte, vous perdez petit à petit cette coloration. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les critiques sur la nomination doivent continuer? Oui, je le pense. Est-ce que ce Conseil constitutionnel doit se réformer? Oui, je le pense. Je pense d'ailleurs qu'il devrait s'appeler Cour constitutionnelle, comme on lui a dénié ce droit en 2008. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas qu'à chaque décision, on se remette à reparler du critère organique, parce que les décisions en tant que telles, elles doivent être respectées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire tout simplement une confrontation de la loi à la Constitution qui ne donne aucune solution à notre politique publique. Et donc aujourd'hui, on n'allait pas avoir de solution sur l'asile, quoi qu'il se passe dans la rue de Montpensier. On l'a bien compris. Il s'est passé quand même quelque chose d'un peu particulier. Je vous posais un peu la même question à tous les deux. C'est le fait que le président, sa première ministre, saisissent eux aussi le Conseil constitutionnel. Il y avait d'abord les partis de gauche, et franchement c'était logique vu la tonalité du texte. Est-ce qu'à partir du moment où Emmanuel Macron saisit le Conseil constitutionnel, il n'y a pas déjà quelque chose qui est un peu... Est-ce qu'on tord pas un peu le principe d'utilisation, de fonctionnement de cette Cour constitutionnelle?
C'est vrai que ça n'est pas courant, et c'est vrai effectivement que ça traduit effectivement l'échec du processus parlementaire, et je veux dire même du processus exécutif d'abord, du projet de l'exécutif, et ensuite du travail. Sa faiblesse aussi, ça traduit sa faiblesse à imposer sa fragilité. Donc il s'est défaussé sur le Conseil constitutionnel. Exactement, il s'est défaussé, c'est l'expression que moi j'emploie quand on m'interroge là-dessus, il s'est défaussé de sa responsabilité par rapport à un piège. Parce que, au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pour arriver à faire passer un texte qui correspondait à une demande sociale, ce qui a été dit. C'est-à-dire que la plupart des mesures de ce texte, elles sont appuyées et souhaitées par la majorité des Français. Mais comme elles sont en contradiction avec l'esprit initial, avec ce que représente, on va dire, le macronisme, qui est à droite et à gauche, voire le fameux article 3 dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y avait forcément quelque chose là qui allait coincer à un moment. Et comme on a voulu malgré tout faire passer ce texte mal ficelé, et qui à mon sens aurait dû faire l'objet de plusieurs projets de loi différents, eh bien, on est allé à cette espèce de défausse, et qui fait aujourd'hui peser toutes ces critiques, et c'est vrai qu'elles sont pas nouvelles, sur ce Conseil constitutionnel, qui malgré tout, pour avoir discuté avec un certain nombre de ses membres, pour les connaître, notamment ceux qui sont des juristes, essayent de faire leur travail le plus consciencieusement possible. Rapidement. On rappelle quand même que le Conseil constitutionnel a lui-même tensé le président de la République au mois de janvier, au moment des vœux, et que donc le Conseil constitutionnel lui-même n'a pas du tout apprécié cette procédure où il s'est transformé en quelque sorte, ce qu'a dit Laurent Fabius, en cour d'appel du Parlement. C'est pas du tout là son but, c'est pas du tout là sa fonction. Oui, effectivement. Votre avis ? Oui, moi, à mon avis, c'est sur le fait que le président saisit c'est quand même une position saugrenue, à vrai dire, que le président, je ne sais pas si c'est totalement inédit, moi j'ai pas mémoire de ce type de saisine, mais c'est complètement saugrenu que le président saisisse lui-même. Il a le droit, évidemment, le Conseil constitutionnel... C'est déjà arrivé, il faut le rappeler, c'est au moins la 3e ou la 4e saisine, mais dans ce contexte, c'est totalement inédit. C'est quand même très rare. C'est une saisine blanche avec aucun point précis, seulement l'ensemble du texte. Et c'est d'autant plus saugrenu que les parlementaires avaient, eux, tout à fait le droit, et ils sont complètement légitimes, surtout ceux d'opposition, à le saisir. Donc c'est vraiment une saisine qui était inutile. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'auto-saisit lui-même. Une fois qu'il est saisi, il examine la totalité des articles. Il le rappelle d'ailleurs dans ses décisions. Alors, c'est saugrenu, et ça va mettre le reste du quinquennat de M. Macron dans une situation assez particulière quand même. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un projet de loi déposé par le gouvernement ne peut pas être débattu par l'opposition, ne peut pas être corrigé par l'opposition, parce qu'on va systématiquement lui retoquer l'argument du Conseil constitutionnel qui est que les articles ajoutés lors de la discussion n'étaient pas dans le projet initial. C'est ce qu'écrit le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de débat possible. Et comme il n'a pas de majorité au Parlement, comment est-ce qu'il va faire fonctionner la vie démocratique dans ce pays jusqu'au bout? Je trouve ça... Je ne sais pas s'il a bien mesuré, et si son entourage a bien mesuré les effets de cette décision. Juste une incidente, mais il faut quand même rappeler que depuis 2022, 60% des lois proposées par l'exécutif ont été votées quand même. Ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément se retrouver dans ce cas de figure sur tous les projets. Voilà. Je reviens vers nos deux invités en duplex. Peut-être pour commencer, Patrick Kanner. Quelles leçons les Français vont tirer de ce qu'on peut appeler un fiasco législatif, mais peut-être aussi exécutif? Quelles leçons les Français vont tirer de cette séquence, d'après vous? Bon, déjà, les Français vont avoir du mal à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont comprendre la duplicité de l'exécutif, et notamment d'Emmanuel Macron, qui, pour avoir une majorité coûte que coûte, a sacrifié finalement ses principes en espérant que le Conseil, et il l'a fait, serait la cour d'appel totalement anormale du travail parlementaire. Donc c'est un fiasco du gouvernement. C'est une faute politique, pour ne pas dire morale, du président de la République. On ne joue pas finalement avec des sujets aussi sensibles comme cela a été fait. Moi, je me souviens de ma première rencontre avec Olivier Dussopt et Gérald Darmanin. Ils nous avaient présenté leur texte en disant c'est un équilibre, il y a une partie juste, celle de la régularisation des sans-papiers qui sont sur les métiers en tension, et puis une partie plus dure, régalienne, pour expulser plus facilement des délinquants étrangers. Donc il y avait une sorte de cohérence, mais
La faute initiale, c'est d'avoir mélangé les deux objectifs en même temps et d'avoir encore une fois cherché une majorité à contresens. Finalement, j'ai bien entendu mon collègue et ami Marc-Philippe Daubresse, mais les dindons de la farce, c'est LR dans cette affaire qui ont cru qu'ils auraient pu passer en force auprès d'Emmanuel Macron et ils se retrouvent gros gens comme devant. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Est-ce que les Français le comprendront? Moi, je crois qu'on ne joue pas avec le moral des Français, surtout qu'il est bas actuellement, avec des manœuvres politiciennes telles que celles que nous avons pu vivre depuis quelques semaines. Autre réaction, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui dit sa satisfaction après la décision du Conseil constitutionnel. Et il dit, je le cite, « Le gouvernement portera comme une tâche indélébile l'appel à voter une loi s'alignant sur les positions historiques de l'extrême droite sous la pression de LR ». Marc-Philippe Daubresse, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pouvez répondre évidemment au sénateur Caner, mais est-ce que vous vous sentez les dindons de la farce? Et deux, est-ce qu'in fine, tout ça ne fait pas le jeu du Rassemblement national? Mais moi, je pense que ça fait le jeu des extrêmes. Parce que un pays, vous savez, ici, en province, au bord de l'explosion sociale, on est dans la même situation qu'en 1789. Vous voyez ce qui se passe avec les agriculteurs. Demain, ce sera les transporteurs routiers. Après-demain, ce sera le bâtiment et les travaux publics. Et donc, dans ce contexte-là d'extrême violence sociale, on a une décision d'impuissance publique. Évidemment que ça va renforcer les extrêmes. Et je redis que juridiquement, le Conseil constitutionnel fait une acception très restrictive du lien indirect entre un projet de loi et des apports parlementaires. Il va au-delà de son rôle. Donc juridiquement, je le conteste, mais surtout politiquement, la décision qu'il vient de prendre va renforcer l'idée dans toute la population que finalement, ces parlementaires, ils ne servent à rien, ils sont impuissants, ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes, on a tout essayé, on va essayer les extrêmes. Eh bien, bonjour, au milieu de cette année, vous allez voir, et si les Français constatent que finalement, ils ne croient plus en rien à la politique, ils iront dans une émeute sociale. Je suis très petit à venir. Si le gouvernement ne reprend pas la main et ne présente pas une nouvelle loi qui reprend tout ou partie de ce qui a été exprimé comme un cavalier législatif, eh bien vous allez voir, il y aura une réaction très vive du peuple français parce qu'on le dépossède de ce qu'il attendait de la démocratie parlementaire. On a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. Merci à tous les deux. Merci Patrick Caner, merci Marc-Philippe Daubresse d'avoir réagi en direct dans ce Sens Public. On parlait des critiques qui pleuvent en quelque sorte sur le Conseil constitutionnel. Il y en a de tous les côtés. Rappelez-nous quelques exemples. Oui, donc on vient d'entendre notamment la droite qui est très mécontente. Eh bien, taper sur le Conseil constitutionnel, c'est une activité à laquelle tous se sont adonnés cette année. Rappelez-vous, eh bien, l'an dernier, la réforme des retraites, globalement validée par le Conseil constitutionnel. Jean-Luc Mélenchon dégaine directement sur Twitter, c'était encore Twitter à l'époque, la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. Donc après la réforme des retraites, c'était bien la gauche qui l'avait mauvaise. Cette fois-ci, c'est la droite. On ne peut pas soupçonner Alain Juppé, Laurent Fabius de ne pas vouloir se fâcher avec leur ex-famille politique. Et comme Laurent Fabius aime le rappeler, c'est parce que leur carrière politique, malgré tout ce qu'on a pu dire, elle est quand même loin derrière eux. Et Laurent Fabius qui cite volontiers Robert Badinter, l'ex-président du Conseil constitutionnel, qui, outre le fait d'avoir parlé de son devoir d'ingratitude, ce que vous avez rappelé, Anne-Charlène, dit aussi être indépendant, c'est n'avoir rien à redouter ni à espérer. Et alors les sages, ils sont également accusés d'être du côté du président de la République cette fois-ci. Et il faut dire que c'est ce qu'on a expliqué, les prises de position du gouvernement n'ont pas aidé. Lorsque plusieurs ministres au mois de décembre ont déclaré que de nombreuses dispositions voulues par LR avaient été adoptées par la majorité, en sachant qu'elles seraient censurées. C'était en fait le rôle du législateur de ne pas voter des mesures s'il les savait d'emblée inconstitutionnelles. Au lieu de ça, le gouvernement a négocié avec LR une loi pour qu'elle soit adoptée, avant de dire au final qu'il s'était bouché le nez, qu'il balançait désormais la patate chaude au Conseil constitutionnel. Résultat, le Conseil constitutionnel lui a donné raison avec cette très forte censure, mais par sa stratégie passée, la majorité présidentielle a remis une pièce dans la machine et a alimenté un petit peu plus ce procès en légitimité du Conseil constitutionnel. Merci Tam. Autre réaction, vraiment dans la foulée de cette décision du Conseil constitutionnel qui est intervenue en fin d'après-midi, celle du ministre de l'Intérieur, c'était également sur le réseau social X, loi immigration, le Conseil constitutionnel valide
alors écoutez bien, l'intégralité du texte du gouvernement. Jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants, autant d'exigences pour l'intégration des étrangers. Le gouvernement prend acte, comme j'ai pu l'indiquer lors des débats, de la censure de nombreux articles ajoutés au Parlement pour non-respect de la procédure parlementaire. Anne-Charlène Bézina, là aussi, on a dit jeu de dupes, on peut dire cynisme, il y a plein d'expressions qu'on peut utiliser ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut imaginer, après les propos de Gérald Darmanin, le gouvernement appliquer ce texte. Puisqu'il y a des demandes pour le mettre de côté ou alors faire revoter d'autres éléments. Alors le président de la République a en face de lui deux choix, promulguer sans les dispositions amputées ou refaire voter le Parlement ou abandonner tout simplement. Donc 3. Mais je doute fortement qu'il abandonne en cours de route et pour moi, ce projet de loi tel qu'il est revenu un peu à l'initiale, sera évidemment appliqué. Je ne suis pas sûre que le ministre de l'Intérieur, le président de la République et la présidente de l'Assemblée nationale ressortent vraiment gagnants de cette alternative, d'avoir mis le Conseil constitutionnel en passe de décider pour eux, parce que, vous le soulignez, cette acception qu'il a eue du lien des amendements avec le texte va quand même vient empêcher beaucoup, à mon avis, cette majorité de continuer à gouverner. Déjà que c'était très difficile. Là, les accords avec LR risquent d'être encore plus difficiles à obtenir. Les amendements sur les textes, difficiles à créer en termes de lien avec le texte. Donc, j'ai le sentiment que la majorité est encore plus dans une impasse maintenant qu'avant la décision du Conseil constitutionnel. Ça apprendra peut-être à cette majorité à faire respecter la Constitution avant de saisir la haute instance. Gérald Darmanin qui se félicite, mais Jean Garrigue, il est quand même très fragilisé. Il l'était déjà au mois de décembre, dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, la façon dont la Première ministre avait repris la main, et il l'est encore plus ce soir. Bien sûr, c'est une victoire à la Pyrrhus. On peut considérer que d'un point de vue politicien, c'est une sorte de victoire, puisque au final, c'est quand même le texte du gouvernement essentiellement qui est préservé, mais on voit bien à quel point l'effet est désastreux pour les citoyens que nous sommes, qui voient bien de quelle manière le système institutionnel a dysfonctionné dans cette affaire. Et j'écoutais les remarques des deux représentants des deux grands anciens partis, en réalité, Patrick Canet, mais qui sont toujours de partis puissants ici au Sénat. Ils sont toujours des partis puissants. Mais il porte aussi une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. N'oublions pas que la gauche a voté cette motion de rejet qui a empêché qu'on ait véritablement un débat parlementaire fort à l'Assemblée nationale et dans laquelle leurs arguments auraient pu être entendus. Et du côté des Républicains, on a vu à quel point ils se sont livrés à ce jeu de manœuvres, de négociations qui sont aujourd'hui incomprises par les Français. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si toute la classe politique avait convergé ou conspiré à rendre ce texte d'abord incompréhensible pour les Français et à prouver une fois de plus que le système n'arrivait pas à fonctionner de manière efficace. Alors quand ils vous disent « oui, mais regardez, on fait le jeu des extrêmes », ils font le jeu des extrêmes collectivement, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, dans ces situations-là, historiquement, c'est toujours les partis extrêmes, protestataires, qui en profitent et qui vous disent « regardez, le Parlement ne fonctionne pas ». D'ailleurs, la réaction de Marine Le Pen, seule une réforme de la Constitution permettra de répondre aux enjeux. On va en parler dans un court instant d'une éventuelle réforme constitutionnelle, mais je voudrais vous entendre, et là aussi je m'appuie un peu sur votre expérience au sein de hauts fonctionnaires, au sein des ministères de l'Intérieur, peut-être sur Gérald Darmanin, parce qu'on a là un ministre fragilisé qui a lui-même annoncé qu'il allait partir après les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il va tenir son ministère, d'après vous, dans les prochains mois ? Moi, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que Gérald Darmanin, il a publié ce matin les chiffres sur l'immigration. Je ne sais pas si c'est passé inaperçu ou pas. C'est de mon point de vue, c'est un étrange jour pour les publier, parce que les chiffres, les derniers chiffres en date depuis ce matin, c'est 325 000 nouvelles cartes de séjour, c'est-à-dire 100 000 de plus qu'il y a 10 ans. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pourquoi il a fait ça ? Il aurait pu le programmer demain, la sortie des chiffres. Qu'est-ce qu'il veut montrer ? Qu'en fait, on a une immigration qui a beaucoup augmenté, et donc il est impuissant à la contenir, et en même temps, il est très content de la loi qui est votée. Il y a une espèce là aussi, d'argumentaire qui est troublant. Allez, je vous propose un autre élément. Il y a eu beaucoup de réactions cet après-midi au Sénat, et une particulièrement virulente, celle de Bruno Retailleau, le président du groupe LR. On l'écoute en longueur. Le Conseil constitutionnel
a censuré les mesures de fermeté que le Sénat avait apportées, qui avaient été plébiscitées. Je le comprends d'autant moins qu'il y a des chiffres qui sont tombés il y a quelques heures. Des chiffres records sur l'immigration, que ce soit sur les demandes d'asile, que ce soit sur les visas de premier séjour ou que ce soit sur les titres de séjour. Record. Donc l'immigration, elle est en dehors de tout contrôle. Le travail du Sénat, c'était précisément des mesures de fermeté pour diminuer l'immigration. Finalement, le Conseil constitutionnel les a censurés sur des motifs très contestables. Il faudra nous expliquer pourquoi. L'immigration familiale n'a rien à voir avec l'immigration. Pourquoi les causes réelles et sérieuses, vérifier une cause réelle et sérieuse d'un étudiant immigré, c'est pas lié à l'immigration. Pourquoi les allocations familiales, le fait de les percevoir, ça n'est pas lié à l'immigration, etc., etc. Donc, en fait, il y a un vrai problème qui est que le Conseil constitutionnel refuse d'appliquer la révision constitutionnelle de 2008 sur le fameux article 45 sur les cavaliers législatifs. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, en fait, la révision de 2008, tous les travaux le montrent et le texte le montre. On avait essayé de donner plus, le constituant de l'époque avait donné plus de souplesse aux législateurs. Il fallait non seulement un lien direct pour que l'amendement puisse être accepté, mais aussi un lien même indirect. Et donc il y a un refus catégorique du Conseil constitutionnel d'appliquer finalement la Constitution. Ce que je crains le plus, si vous voulez, c'est que les Français vont voir que désormais le Parlement est réduit à l'impuissance. Vous défendez la rigueur de votre travail au Sénat. Il n'y a pas un manque de rigueur dans ce que vous avez envoyé comme copie ? Je défends bien sûr la rigueur, puisqu'on nous censure sur le fait de nous dire que le regroupement familial n'a pas de lien avec l'immigration, que, par exemple, les études, notamment pour les étudiants qui sont immigrés, le fait de vérifier la réalité de ces études, ça n'a pas de lien. Par exemple, le percevoir des allocations non contributives, les allocations familiales et les autres, ça n'a pas de lien avec l'immigration. Par exemple, le délit de séjour illégal, quelqu'un qui franchit illégalement la frontière, il est clandestin, on lui donne une amende. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Moi, je ne comprends plus. Est-ce que ça n'a pas un lien direct et même indirect selon la Constitution, donc, selon l'article? Comment qualifier cette décision? Comment qualifier exactement ce qu'elle est? Elle est contestable. Elle est absolument contestable. Et finalement, le Conseil constitutionnel interdit aux législateurs de prendre des mesures qu'il intègre à une politique que nous voulions intégrer, une politique globale, efficace, de contrôle de la migration. C'est quelque part un déni du pouvoir du Parlement, du pouvoir du législateur. Et donc très rapidement, vous dites nouveau texte et à moyen terme une révision de la Constitution, c'est ça? Bien sûr, il faudra qu'on reprenne ces cavaliers législatifs. Selon le Conseil constitutionnel, ça n'en est pas. Vous avez compris pourquoi, je l'ai montré, je pourrais le faire plus amplement si vous le souhaitez. Donc il faut les reprendre dans un texte, déposer ce texte. Je demande d'ailleurs au gouvernement de le faire lui-même, parce qu'il y a un double langage du gouvernement. Mais je pense aussi qu'il faut une révision constitutionnelle. Vous savez, je pense vraiment que la réponse à l'impuissance dans laquelle nous sommes, on est réduit à l'impuissance. On nous interdit de faire une politique migratoire efficace. Mais la réponse à l'impuissance, c'est la démocratie. C'est plus de démocratie. C'est-à-dire permettre dans la Constitution de consulter par référendum le peuple français. On y reviendra encore une fois sur cette question du référendum, mais quand même, le Bruno Retailleau, le parti LR en général, Jean Garrigue, demande un nouveau texte avec les dispositions censurées. On voit mal Emmanuel Macron et Gabriel Attal replonger quand même. Oui, il faut arrêter de leur demander de se suicider en permanence, comme le fait l'opposition. Non, en revanche, ce qu'on aurait pu comprendre, c'est qu'à l'origine soient dissociés les différents aspects de ce texte. C'est ce que disait Patrick Caner tout à l'heure. Il devait marcher sur deux jambes, mais il fallait faire deux textes différents. Bien sûr, il fallait faire, et peut-être même plusieurs textes, puisqu'il y a la question du droit au travail, de la nationalisation, des étudiants. L'aide médicale d'État. Ce sont des secteurs différents qui correspondent d'ailleurs à des secteurs ministériels différents qui auraient pu être portés par des ministres différents. Donc là, on a voulu, notamment parce que le ministre de l'Intérieur avait quelques ambitions et qu'il a un peu poussé dans cette direction, on a voulu faire un grand fourre-tout. Parce que la droite sénatoriale avait aussi dit non à un texte saucissonné, avait dit nous on veut un texte global. Ça avait été fait aussi partie de ce qu'avait demandé la droite sénatoriale au moment où ça avait été évoqué, on se rappelle, après la réforme des retraites. C'est bien pour ça qu'ils ont aussi leur responsabilité dans cette affaire. Michel Auboin, est-ce que le gouvernement a forcément besoin d'une loi? Vous voyez ce que je veux dire, pour être plus efficace en matière de contrôle de l'immigration? Il a
Pas forcément besoin d'une loi pour tous les sujets. Mais en fait, on fait beaucoup de lois sur des sujets qui parfois relèvent d'une simple mesure administrative. Et on peut améliorer, il y a des dysfonctionnements administratifs qu'on pourrait améliorer. Sur la régularisation, d'ailleurs, c'est un peu étrange parce que on est passé, moi j'ai connu la période quand j'étais préfet, où on était chargé de faire les régularisations à notre niveau, et je pense pas qu'on le faisait si mal que ça, parce qu'après tout, ça permettait toute une série d'équilibres, et on a examiné les situations individuelles. À un moment où, sous Monsieur Valls, on a décidé qu'il fallait une circulaire, non réglementaire d'ailleurs, qui était juste une instruction, où il fallait régulariser à 5 ans. Malheureusement, ça s'est su, ce qui fait que tous les gens qui avaient 5 ans de présence ont estimé qu'ils avaient un droit. On a ouvert un droit. Et là, on arrive à la loi. Je pense que c'est trop, quoi. Je crois qu'on n'était pas... il faut faire attention à pas mettre de la loi partout. On pourrait faire beaucoup mieux si on avait des mesures de bon sens applicables sur le terrain. Votre avis là-dessus, Anne-Charlène Bézina? Précisément, je pense qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant véritablement ce soir à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil a retenu une exception dure du lien des amendements. Donc on a une inconnue sur la suite du travail parlementaire ce soir. La majorité qui s'est targuée de voir venir l'inconstitutionnalité sort à court terme peut-être gagnante, mais au fond, comment va-t-elle négocier des accords désormais et que reste-t-il de cette loi? Et au final, les citoyens eux-mêmes qui ne comprennent pas forcément ce gigantesque théâtre de marionnettes entre les assemblées parlementaires, le juge constitutionnel qui dit quoi, et une question sans réponse. Qu'est-ce qu'on va faire de notre débat sur l'immigration alors qu'on a les élections européennes qui sont de plus en plus proches et que on le sait, cette question, elle est centrale pour cette élection à venir. Donc on donne de plus en plus l'impression d'un Parlement entravé, de politiques qui sont empêchées de gouverner. Ça n'est pas la faute du Conseil constitutionnel, mais il faudra vraiment qu'on se saisisse des sujets, qu'on apprenne à travailler en majorité relative. Il est temps, les Français ont besoin de réponses sur ces questions. Oui. Merci beaucoup Anne-Charlène. Je vous libère en quelque sorte avant la fin de ce débat. À très bientôt sur ce plateau. Information de cette fin d'après-midi, le président de la République, et ça répond à la demande qu'on vient d'entendre exprimée par Bruno Retailleau à l'instant, une nouvelle loi avec les dispositions censurées. Eh bien, la réponse d'Emmanuel Macron, il demande à Gérald Darmanin d'appliquer la loi dans les meilleurs délais. Allez, on va parler maintenant de la question d'une éventuelle réforme de la Constitution. Deux éléments. Un élément de cette fin d'après-midi, je vous l'ai donné tout à l'heure, nos confrères de l'agence France-Presse, Marine Le Pen estime que seule une réforme de la Constitution permettra de répondre aux enjeux. Elle l'avait anticipé en quelque sorte ce matin, puisqu'elle imaginait, comme nous tous, une censure, alors plus ou moins lourde, mais une censure du Conseil constitutionnel, et elle plaidait déjà pour cette réforme. On écoute Marine Le Pen tout de suite. Si le Conseil constitutionnel censure, ça veut donc dire qu'il faut bien une réforme constitutionnelle pour pouvoir mettre en place une véritable politique de lutte contre l'immigration. Il faut donc bien constitutionnaliser le droit des étrangers pour pouvoir décider librement de la politique d'immigration que l'on peut faire dans notre pays, étant entendu que la Constitution est supérieure à toute norme internationale. Et j'accueille Audrey Vetas sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Il y a le Rassemblement national, mais aussi plusieurs responsables LR, on en a entendu quelques-uns, qui proposent effectivement de réformer la Constitution. En effet Thomas, mais ce n'est pas si simple. La Constitution, on ne la change pas d'un claquement de doigts. Il faut convoquer les Français par référendum ou bien réunir le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée plus le Sénat en congrès et obtenir au moins les 3/5 des suffrages exprimés. Mais avant tout ça, il faut un texte. Et en décembre, les républicains ont tenté une première fois leur chance avec un projet de révision de la Constitution déposé au Sénat, un projet qui prévoyait d'élargir les conditions de recours au référendum, c'est ce qu'on va voir, aux questions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit de la nationalité. Autre proposition, permettre à la France de déroger aux règles européennes, notamment en matière migratoire. Oui, mais les Républicains se sont heurtés à l'époque au refus de leurs partenaires centristes au Sénat. Les centristes dont ils ont besoin et des centristes qui n'étaient pas très à l'aise avec ces deux propositions, d'autant qu'Emmanuel Macron a déjà fermé la porte à un élargissement du référendum aux questions migratoires. Écoutez la réaction d'Hervé Marseille, le président du groupe Union centriste au Sénat, c'était en décembre dernier.
Il y a des points sur lesquels nous étions d'accord, d'autres sur lesquels nous divergions. On parlait de référendum, on parlait... Bon, comme c'est un sujet qui est un peu dépassé, on peut vouloir un référendum, mais le sujet a été clos par le président de la République parce que ça supposerait une révision de la Constitution qui n'est pas d'actualité. Résultat, les LR ont retiré leur texte avant même l'examen pour éviter un camouflet, mais ils sont revenus à la charge par l'intermédiaire d'une lettre du président des Républicains, Éric Ciotti, envoyée au chef de l'État. Cette fois, ils ont demandé que soit inscrit dans la Constitution la mise en place d'un plafond migratoire voté chaque année au Parlement. Ça doit vous dire quelque chose, Thomas. C'est l'un des points du projet de loi immigration qui vient d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, en tout cas officiellement, les LR n'ont pas reçu de réponse du chef de l'État. Merci beaucoup Audrey pour tous ces détails. J'accueille dans ce débat Paul Cassia, qui est professeur de droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est avec nous en duplex. Bonsoir Paul Cassia, merci d'avoir accepté notre invitation. Sur cette question, on va dire, d'élargissement du référendum aux questions migratoires. C'est quoi? C'est une course d'obstacles que le président de la République ne veut manifestement pas courir. Est-ce que vous le comprenez? Déjà, il faut quand même redescendre sur terre et bien réaliser que la décision du Conseil constitutionnel n'implique en rien une réforme de la Constitution. Parce que ce qui s'est passé, c'est que 32 articles ont été censurés pour une raison de procédure, de pure procédure constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ces 32 articles n'ont pas été examinés quant à leur bien fondé par le Conseil constitutionnel. Et donc, que ces 32 articles peuvent être repris soit par des parlementaires, M. Retailleau, Mme Le Pen, soit par le gouvernement. Donc la décision du Conseil constitutionnel n'empêche en rien une révision de l'immigration qui irait plus loin que ce que le projet de loi, tel qu'il a été modifié par le Conseil constitutionnel, a abouti. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé 10 articles et surtout, ce point ne doit pas être oublié, sur les 86 articles, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la conformité à la Constitution de 39 d'entre eux. Ça veut dire que, d'un côté, une partie des articles ont été déclarés inconstitutionnels pour des raisons de pure procédure qui peuvent être reprises, et d'un autre côté, une grande partie des articles de la loi sur l'immigration n'a pas été contrôlée par le Conseil constitutionnel. Donc le Parlement reste complètement souverain. Il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas lieu d'en appeler dès maintenant à une révision de la Constitution qui, en toute hypothèse, serait hypothétique parce que irréalisable. Ouais. Vous n'employez pas le terme de fiasco législatif ou d'amateurisme ce soir, Paul Cassia? C'est évidemment un fiasco parce que quand 32 articles sont censurés pour des raisons de procédure, c'est le b.a.-ba, la procédure parlementaire. Quand ces 32 articles sont censurés pour des raisons de forme, c'est un échec collectif de la représentation nationale. Mais cet échec collectif, il peut être corrigé. Ces 32 articles, ils peuvent être repris dans un texte ultérieur à l'initiative soit du Parlement, soit du gouvernement. Donc il y a un fiasco global, mais tout cela peut être corrigé sans révision de la Constitution. Il ne faut pas s'emballer et en appeler dès aujourd'hui à une révision de la Constitution parce que des articles ont été censurés sur la base d'une raison procédurale. C'est complètement grotesque. Restez avec nous, Paul Cassia. À votre avis, Jean Garrigue, on est dans une sorte de jeu politique là, dans les demandes du RN, mais aussi des LR? Mais totalement. Et d'ailleurs, Paul Cassia vient de le démontrer d'un point de vue juridique. On sait bien d'ailleurs que cette thématique de la révision constitutionnelle et du référendum fait partie de l'articulation de campagne de Marine Le Pen et des Républicains d'ailleurs, à plus ou moins long terme. Mais on sait bien d'abord l'histoire nous montre ce que sont les dangers d'abord de la procédure référendaire, plébiscitaire et qui en la matière apparaît totalement hypothétique. Ça a été dit aussi parce qu'il faut une révision de la Constitution, donc une majorité des 2/3 de tous les parlementaires. Il faut que les sujets correspondent à ce que le périmètre de la révision va accepter. Enfin, c'est quelque chose qui apparaît comme tout à fait hypothétique.
Et on revient à ce jeu de posture, c'est-à-dire que cette question migratoire, qui est un enjeu important pour les Français, qui, je le rappelle, avait approuvé à 60% la plupart des mesures du projet initial. Cette question, qui est une question importante, qui n'est pas la question prioritaire, celle du pouvoir d'achat, mais enfin qui est une question qui est devenue importante pour tous les Français, est soumise à ce jeu de posture politique, de petites phrases, de propositions dont on sait très bien qu'elles ne seront pas appliquées, et ça a conduit effectivement à cette procédure parlementaire qui a abouti à un fiasco. Voilà les résultats alors qu'on a un enjeu majeur pour la société française, on a des jeux de posture, des jeux politiciens qui sont un peu pitoyables, il faut le dire. Alors, je vais vous redonner, si vous nous rejoignez à l'instant, l'essentiel de la décision du Conseil constitutionnel. 32 cavaliers législatifs ont été censurés, notamment ceux qui portent sur le durcissement de l'accès aux prestations sociales, durcissement du regroupement familial ou la caution retour, c'est le terme qui est employé pour les étudiants étrangers. Et puis, il y a 3 autres articles qui ont été censurés partiellement ou totalement sur le fond, dont l'instauration de quotas migratoires fixés par le Parlement, ou alors le fait de relever photo, empreinte digitale d'un clandestin sans son consentement, ou alors le changement de procédure d'un examen d'un titre de séjour. Je vous avais promis plusieurs réactions politiques lors de ce débat. En voici une nouvelle, toujours glanée dans les couloirs du Sénat. Yann Brossat, sénateur communiste de Paris, qui lui, évidemment, se félicite de la décision du Conseil. C'est une bonne nouvelle, je me réjouis de cette décision du Conseil constitutionnel. On ne s'assoit pas sur la Constitution et sur nos principes fondamentaux. Et je suis heureux que le Conseil constitutionnel ait rappelé par exemple que la préférence nationale n'est pas soluble dans la République et dans les valeurs de la République. Et en l'occurrence, je pense que c'est aussi une claque monumentale pour le président de la République, pour les macronistes qui ont fait le choix de courir après la droite et l'extrême droite. Et en l'occurrence, le Conseil constitutionnel leur a rappelé qu'on ne joue pas à ce jeu-là impunément. Alors, Yann Brossat qui parle de grands principes, sauf que ce n'est pas exactement comme ça qu'on peut comprendre la décision du Conseil constitutionnel. Précisément, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que l'immense majorité, ce sont 32 cavaliers législatifs et ce sont de pures raisons de procédure. Et donc, ce n'est pas une affaire de principe, ça peut tout à fait revenir dans un nouveau projet de loi ou une proposition de loi parlementaire. Et c'est là qu'on se dit, à droite comme à gauche, qu'on se félicite ou qu'on critique, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel. Michel Auboin, la loi va s'appliquer. Le président de la République l'a demandé à son ministre de l'Intérieur. Très bien. Donc il y aura quoi ? On voit bien là les postures des uns et des autres, c'est le terme que vous employez, pour les prochaines semaines. On va avoir une droite parlementaire qui va critiquer en disant vous voyez, on n'a pas pu appliquer nos décisions, et Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui vont dire vous voyez bien, on ne peut pas réformer l'immigration dans ce pays. Et finalement, on n'aura pas beaucoup avancé. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, comme la pièce de théâtre, tout ça pour ça, parce que quand on regarde bien et si on suit ces sujets depuis très longtemps, on voyait de toute façon que la loi, elle avait elle avait modifié les curseurs sur toute une série d'articles, un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, et ça fait quand même 20 ans qu'on les bouge comme ça en permanence. Tout compte fait, c'était pas une révolution non plus cette loi, quoi. Donc on a des éléments dedans qui vont permettre au préfet de reconduire à la frontière de façon plus facile. Bon, on n'est pas allé très loin non plus là-dessus. On va régulariser de façon plus facile aussi. Bon, c'est des petites mesures. Au bout du compte, c'est des petites mesures. L'un des grands sujets de cette question qui est quand même essentielle, je pense que tout le monde le comprend, c'est une question qui est devenue essentielle dans le pays, c'est qu'on n'a pas de débat. Oui, il n'y a pas eu de débat. Est-ce que la loi aurait dû avoir un débat ? En fait, on a eu des débats juste sur des articles de loi. Qui pour certains d'entre eux sera assez incompréhensible à ceux qui ne sont pas initiés. On n'a pas eu de débat de fond. Je pense que les Français attendent ce débat, qui est par ailleurs inscrit dans la loi, lui, mais qui n'a pas lieu. J'y ai participé quelques fois, donc je peux le dire. Il n'y a jamais eu de débat de fond au Parlement sur la question migratoire en France, qui est un grand sujet qui aurait mérité un vrai débat. Alors on va voir sur un autre grand sujet du moment qui est l'agriculture, si on va enfin avoir un grand débat sur l'agriculture, parce que là pour le coup, moi je suis pas spécialiste. Ou si on répond par des mesures ponctuelles. Ou si on répond par des mesures ponctuelles, voilà. On verra bien. Allez, une dernière réaction, celle d'Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste ici au Sénat.
Le groupe Union centriste va déposer rapidement, dans les heures qui viennent, une proposition de loi qui reprendra une partie de ces dispositions afin qu'elles soient soumises à nouveau au vote du Sénat et de l'Assemblée. Je ne doute pas, ayant été déjà votées, qu'elles le seront à nouveau. Paul Cassia, c'est reparti pour un tour, si j'ose dire, d'une façon un peu simpliste, un peu triviale. Avec quelle image, finalement, du travail parlementaire dans l'opinion publique française, d'après vous? Quel bilan vous faites ce soir? C'est vous qui avez le dernier mot de ce débat. En ayant entendu les réactions des parlementaires précédents, j'étais très inquiet, qui fustigeaient le Conseil constitutionnel, qui appelait à révision de la Constitution. Ce que vient de dire le président Marseille, en quelque sorte, me rassure un peu. Il dit des choses très banales. Il dit, voilà, il y a une censure pour des motifs de procédure. On va redéposer les dispositions qui ont été censurées sur le terrain de la procédure pour qu'elles soient examinées au fond. Et ça, c'est la procédure parlementaire normale. Il peut y avoir de nouveau un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les dispositions qui ont été rejetées comme étant des cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Donc tout ça est parfaitement le jeu de la démocratie, du respect de la Constitution, et tout ça peut se faire sans modification de la Constitution. En revanche, ce qui s'est passé lors du vote de la loi sur l'immigration ne devrait pas se reproduire, c'est-à-dire il y a eu une motion de rejet à l'Assemblée nationale, et le texte s'est cristallisé en CMP, c'est-à-dire à huis clos, sans débat public. Et ce point-là est, disons, peu acceptable, même si c'est constitutionnel, peu acceptable au regard des enjeux démocratiques du texte. Merci beaucoup Paul Cassia, même si nos téléspectateurs sont férus de sémantique parlementaire, CMP, commission mixte paritaire, je le rappelle. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. J'ai rappelé les titres de vos livres, Jean Garrigue, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble aux éditions Payot. Ils sont loin. Et ils sont loin ces jours heureux. Michel Auboin, Le défi d'être français, publié aux presses de la Cité. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat.